qualité. Alors, bon, il me semble important quand même de toujours rappeler le process, même si je pense qu'un certain nombre d'entre vous avaient en tête la production de l'industrie, la production d'aluminium. Donc, à la base, vous avez de l'extraction de la bauxite qu'on n'extrait plus en France aujourd'hui. On en Vous extrait un petit pouvez peu en juste, Europe, mais beaucoup excusez-moi, sur la... vous pouvez simplement le mettre en plein écran pour que ça soit plus visible. Pardon, absolument. Parce que là, c'est mieux. Parfait. Très bien, excusez-moi. Donc, on extrait de la bauxite, 4 tonnes de bauxite qui vont être ensuite transformées en alumine par un procédé qu'on appelle le procédé Bayer. Donc là aussi, le procédé Bayer, on produit plus d'alumine en France depuis avril 2022. Aujourd'hui, 100% de l'alumine est importée. Elle est importée de plusieurs endroits et ça varie chaque année. Ensuite, cette alumine est transformée en aluminium primaire par électrolyse. Donc, vous avez en France encore deux usines d'électrolyse, l'usine de Dunkerque et celle de Saint-Jean-de-Maurienne, qui sont deux importants consommateurs d'électricité. Pour fabriquer une tonne d'aluminium, on a besoin de 14 mégawattheures d'électricité. Donc, ça vous donne à peu près les besoins en énergie, sachant qu'en France, on produit environ 500 000 tonnes d'aluminium primaire par an. Donc, c'est ce qui fait le plus gros consommateur d'électricité dans l'industrie. Cet aluminium ensuite est transformé en demi-produits dans d'autres usines, donc des usines de transformation telles que le laminage, le filage, la fonderie, la forge, le tréfilage, pour ensuite intégrer des chaînes de valeur aval diverses et nombreuses. Donc, je ne vais pas toutes les détailler ici. La majorité de l'aluminium aujourd'hui, c'est la partie bâtiment, c'est la partie automobile, aéronautique, euh, transport d'énergie. Voilà, vous avez donc de nombreuses utilisations dans de nombreux domaines. Et ensuite, bien sûr, cet aluminium est collecté, trié, puis retourne dans nos usines de recyclage, donc qui vont transformer ces matières premières secondaires en nouvel aluminium, avec bien sûr tout le défi technique de la composition des alliages. Voilà, donc en France, on produit environ 900 000 tonnes d'alu, dont environ 50% primaire, 50% recyclé. Ça varie en fonction des années. On importe 500 000 tonnes d'aluminium pour répondre aux besoins de la première transformation. Donc, ce qui fait que nous ne sommes pas souverains sur notre production d'aluminium, ni sur notre première transformation, sachant on importe également de nombreux demi-produits pour répondre à la demande des filières aval, ce qui fait qu'on a un potentiel de réindustrialisation très intéressant dans la filière aluminium, sachant que c'est une réindustrialisation qui s'effectue depuis maintenant une dizaine d'années, sachant qu'aujourd'hui, on ouvre plutôt des usines, environ une par an, que ce soit dans la transformation, enfin, je parle d'usines ou de capacités supplémentaires, que ce soit dans la transformation comme dans la partie recyclage. Alors, voilà un petit peu pour vous détailler la filière, hein, ce qu'elle représente. Donc là, on est un petit peu à cheval sur deux fédérations professionnelles, les Forges Fonderies d'une part et Aluminium France de l'autre. Ça représente environ 20 000 emplois. C'est 7 milliards de chiffre d'affaires. Là, les chiffres que vous voyez indiqués, c'est pour la partie Aluminium France. Mais si en effet, on regarde un petit peu la partie Forges Fonderies, voilà un petit peu ce que ça pourrait avoir en cumulé. Et puis, ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est la partie recyclage. Donc, la partie recyclage, Olga vous en a parlé tout à l'heure, avec deux types d'acteurs qui répondent à des besoins et des enjeux assez spécifiques, hein, chacun pour leur filière. Il faut savoir et il faut avoir en tête qu'il n'y a pas de concurrence entre l'aluminium primaire et l'aluminium recyclé ou l'aluminium secondaire. Ce sont des marchés différents, ce sont des procédés différents ainsi que des savoir-faire différents. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire d'aluminium recyclé sans aluminium primaire. On en a besoin pour diluer. C'est le principe du recyclage, qui est le principe de manière générale dans l'ensemble des métaux, qui est la soupe. Hein. Donc on dilue nos bains d'aluminium fondu avec de l'aluminium primaire ou certains déchets qui ont une certaine pureté. Donc, ce qui fait que voilà, aujourd'hui, c'est plutôt complémentaire. Et je voudrais tout de suite tordre le cou aux idées qu'on pourrait un jour remplacer l'aluminium primaire par l'aluminium recyclé ou inversement pour différentes raisons. Aujourd'hui, on produit des alliages, que ce soit secondaire ou primaire, ce sont des alliages.
et qui répondent à des cahiers des charges de qualité que nos clients, nos secteurs clients nous demandent. C'est un point qui est important. Il faut savoir qu'on a également des activités de R&D importantes dans la partie recyclage, avec les travaux qui sont menés dans les centres de recherche de VOREP, ainsi que les travaux qu'on peut mener avec les différents IRT sur ce sujet métallurgie et recyclage. Alors, on est un peu au pied du mur, parce qu'ici, il s'avère que l'ensemble des études annonce en effet une progression extrêmement importante de la consommation d'aluminium au niveau français comme au niveau européen. Je vous ai mis ici quelques extraits d'études, mais tout à l'heure, Olga vous a parlé de l'Agence internationale de l'énergie qui estimait à plus 1,4% par an de demande en aluminium. Ce qui fait qu'en moyenne, l'ensemble des études nous indique qu'on est voilà, plus de 50% d'ici 2050 sur les besoins en aluminium, qu'ils soient primaires ou recyclés. En fait, on sent que la majorité de nos secteurs vont être de plus en plus demandeurs voilà, d'allègement, de solutions techniques à la pointe, ce qui fait qu'on a en effet des perspectives très intéressantes pour la filière française comme pour la filière européenne. Ce qui peut paraître un petit peu paradoxal, étant donné que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on importait quand même beaucoup d'aluminium. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va creuser notre dépendance si jamais on réindustrialise pas. Donc, après, les leviers de réindustrialisation, vous les connaissez. C'est le prix de l'électricité, qui est aujourd'hui, bien sûr, beaucoup trop cher pour produire de l'aluminium comme produisent nos concurrents. Les propositions faites par EDF sur les dernières discussions du mois de novembre sont tout à fait insatisfaisantes. Donc, en effet, on a en effet quelques enjeux devant nous. Il y a également des enjeux sur la partie incorporation de matières premières secondaires, donc les scraps. Et donc là, on travaille beaucoup avec le secteur de la récupération pour améliorer le tri. Il y a des initiatives qui sont prises aussi bien avec les acteurs de la récupération que des acteurs au sein de la filière pour améliorer le tri et pouvoir en effet éviter de faire appel à de l'aluminium primaire pour diluer parce que forcément l'aluminium primaire coûte très cher. Donc là aussi, collectivement, les choses se mettent petit à petit en place et on voit apparaître des initiatives qui sont tout à fait intéressantes. Peut-être un petit focus sur les différents marchés, mais je ne vais pas trop m'y attarder. Donc, bien entendu, la partie énergie renouvelable avec une demande extrêmement forte sur la partie photovoltaïque, étant donné qu'en effet, grâce à l'aluminium, ça évite de bétonner les sols. Hein, on a des structures alu qui se mettent en place pour justement éviter d'artificialiser les sols. C'est également des solutions sur les parties hydro et éoliennes. On a également énormément de perspectives dans la partie automobile avec plusieurs marchés qui se développent. En fait, en soi, ce dont on se rend compte, c'est que une batterie, peu importe sa chimie, aura besoin de toujours beaucoup d'aluminium pour transférer l'énergie de la batterie vers le véhicule. Donc là, on sait qu'il y a des demandes extrêmement importantes sur cette partie-là, avec des questions de design, d'alliage et d'allègement. Donc, ça se matérialise dans plusieurs marchés. Et puis également un marché assez émergent, enfin, dont on entend parler depuis 3-4 ans, c'est le gigacasting, le méga-casting, avec les nouvelles presses pour Tesla, pour Volvo, qui se mettent en place et qui en fait donnent pas mal de visibilité, entre autres sur la partie affinage. Et donc, affinage comme aluminium primaire avec des demandes assez spécifiques sur des alliages un petit peu plus haut de gamme. Donc, en fait, on va quitter petit à petit des alliages basiques dans le monde de la fonderie pour avoir des alliages beaucoup plus précis. Et là aussi, on travaille beaucoup avec le secteur de la récupération pour améliorer le tri. Et c'est plutôt positif, sachant que, comme le disait tout à fait Marie-Pierre tout à l'heure, on a entendu la demande du secteur de la récupération de dire aujourd'hui, il y a beaucoup d'exportations parce qu'il n'y a peut-être pas forcément suffisamment d'usines de recyclage et de capacités supplémentaires de recyclage. Il faut savoir que pour d'ici 2026, on va avoir 250 000 tonnes de capacité supplémentaire. Donc, je pense que sur les 500 000 tonnes qui sont exportées aujourd'hui, normalement, assez mécaniquement, d'ici 2026, on devrait réduire fortement les exportations, étant donné que nous avons mis en place un certain nombre d'usines de recyclage
pour capter ces déchets qui partent. Et si jamais, en effet, on se rend compte que le tri semble peut-être compliqué, on a des acteurs très motivés pour développer cette partie tri, récupération avec des nouvelles technologies sur lesquelles on est en train de travailler, sur les technologies laser qui sont en train de se développer, entre autres, en Allemagne. Donc voilà, pour tout ça, les choses se mettent plutôt bien en place. Les perspectives sont bonnes. Maintenant, il y a des enjeux autres que techniques et économiques qui sont importants. C'est la question de l'empreinte carbone, et non pas uniquement du scope 1 ou du scope 2, mais bien de l'empreinte. Pour nous, c'est capital de raisonner en empreinte. Donc, vous avez ici les grandes empreintes carbone par technologie ou par pays, enfin par grande zone, avec des empreintes carbone qui peuvent aller au-delà de 20 tonnes de CO2. Donc, quand je parle d'empreinte carbone, on parle bien du scope 1, du scope 2, du scope 3 du transport, ainsi que les éléments d'alliage. La production européenne est autour de 6,7, et lorsqu'on est sur des technologies type hydro ou nucléaire, on est sur des empreintes carbone entre 4 et 5, ce qui est le cas de la France. Et puis donc j'attire votre attention sur la question du recyclage, qui est une question tout à fait intéressante, de savoir comment est-ce qu'on calcule l'empreinte carbone du recyclage, sachant qu'aujourd'hui deux approches s'opposent. On va parler de l'approche cut-off ou de l'approche avoided burden, qui mettent un peu en opposition deux méthodologies. Une méthodologie qui consiste à dire que l'empreinte carbone du scrap va aller se mettre sur le produit que nous vendons à notre client, ce qui fait que le scrap à ce moment-là est décarboné et rentre à zéro, mais ça demande une grande traçabilité. Et ça, c'est un point qui est juste majeur. Le risque de cette approche-là, c'est de dire en fait, on n'a pas de visibilité sur sur ce qui s'est passé en amont. Donc, on rentrerait un déchet à zéro et on aurait un risque de greenwashing qui est important. Donc là, j'attire bien sûr votre attention sur tous ceux qui proposent de l'aluminium inférieur à 4 tonnes de CO2 en empreinte carbone sous prétexte qu'il y a du contenu recyclé. Il faut être extrêmement vigilant pour savoir comment ce calcul a été fait et qu'il n'est bien entendu pas question d'intégrer des scraps à zéro sous prétexte qu'on ne sait pas d'où ils viennent. Parce que forcément, on aurait un risque de greenwashing majeur. L'autre approche méthodologique consiste à indiquer qu'un déchet a nécessairement une empreinte carbone. Il a l'empreinte carbone dont l'aluminium dont il est issu, ce qui fait que ça également demande une certaine traçabilité pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'évaporation de CO2 d'un maillon à un autre, et quand on rentre nos déchets dans notre four, qu'on sache bien précisément quelle est l'empreinte carbone des déchets qui rentrent. Voilà, ça peut paraître un petit peu technique, mais c'est un sujet majeur. Et donc là, le seul point de consensus que nous avons dans la filière, c'est qu'un déchet en fin de vie, donc un post-consumer scrap, il est considéré comme zéro. Zéro, alors éventuellement, il y a la partie tri, récupération, mais en fait, on se rend compte que c'est quand même l'épaisseur du trait par rapport aux chiffres qu'on peut avoir dans la filière aluminium. Et donc, sur cette partie, il faut être voilà, vigilant, critique, sachant que la partie aluminium primaire travaille sur deux approches, deux nouveaux process de production, d'une part l'anode inerte, d'autre part la captation carbone, qui devraient être mises en place assez prochainement pour pouvoir baisser l'empreinte carbone de l'aluminium primaire. Voilà, donc ces enjeux de décarbonation sont bien sûr majeurs. Imaginez qu'on peut baisser l'empreinte carbone par le recyclage, pourquoi pas, mais il faut être extrêmement rigoureux sur l'approche méthodologique qui est réalisée dans l'industrie. Voilà, alors justement sur ces questions de traçabilité, on a lancé un chantier depuis plusieurs années et on devrait le voir aboutir en 2024. C'est qu'aujourd'hui, on développe un outil de traçabilité de l'empreinte carbone scope 1, scope 2 et scope 3 sur la consommation d'aluminium au niveau français. Donc c'est un travail considérable. On a sourcé l'ensemble des usines d'électrolyse au niveau mondial sur leur scope 1 et scope 2, l'ensemble des usines d'alumine sur leur scope 1 et scope 2, et l'ensemble de l'extraction minière sur leur scope 1, parce qu'ils n'ont qu'un scope 1, pour identifier les empreintes carbone de ce qui rentre sur notre territoire. On prend en compte, bien entendu, les approches méthodologiques que je viens d'évoquer, avec là où on a de la visibilité, avec des chiffres corrects, et là où on n'en a pas, on se base sur soit des moyennes européennes, soit des moyennes mondiales, en fonction de la provenance du demi-produit, parce que c'est le demi-produit qui va nous intéresser. Donc, voilà, je pense que d'ici mi-d'année, on aura un outil sur lequel on peut en effet choisir pays par pays, code douanier par code douanier, et sur n'importe quelle période, quelle est l'empreinte, et scope par scope, bien entendu,
quelle est l'empreinte carbone des déchets qui rentrent. Donc vous imaginez que c'est un travail considérable qui a été effectué, mais j'ai bon espoir de pouvoir le présenter en 2024.